je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour vous présenter mon deuxième projet réalisé dans le cadre de mon parcours en intelligence artificielle. Après avoir exploré les bases du machine learning avec notre premier projet de désignation des images des chats et des chiens, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel complet, mais cette fois-ci concentré sur le deep learning. Donc on va rester toujours dans le thème des animaux. Mon objectif cette fois, c'est de prédire l'animal à partir de sa photo, mais cette fois-ci, on va travailler sur des animaux sauvages. Comme toujours, le projet va s'articuler autour de 3 étapes majeures: l'évaluation sur Jupyter, suivi de l'entraînement du modèle, et enfin la réalisation d'une application Streamlit multipage. Donc, on va ici jeter un coup d'œil sur notre dataset. Comme vous voyez ici, le dataset est constitué de 3 fichiers, train, test and val. À l'intérieur de chaque fichier, donc on trouve donc les images de 4 animaux différents: le buffle, l'éléphant, le rhinocéros et les zèbres. La même chose pour test et pour val. Ici pour train model, donc on a assemblé 1000 images pour chaque animal. Pour le test, c'est 200 images, et pour val, c'est à partir, je pense, de 50 images de 50 images pour chacun des animaux. On va maintenant commencer l'explication de notre code Jupyter, cellule par cellule. Commençons alors. Donc ici, comme vous voyez dans la première cellule, donc on commence par la section ici des imports. J'apporte les bibliothèques essentielles comme OS pour la gestion des fichiers, NumPy pour les tableaux numériques, Matplotlib et PyPlot pour les visualisations, TensorFlow avec Keras pour le deep learning. J'importe aussi des modules spécifiques comme les layers et les modèles, classification, report and confusion matrix. Donc tout cela, donc il sera indispensable et utilisé par la suite dans le code. Pour la reproductibilité, je fixe le seed aléatoire ici à 42 avec tf random set seed. Donc c'est une instruction qui est cruciale parce qu'en deep learning, l'initialisation des poids de neurones est aléatoire. Donc fixer une graine permet de rendre l'entraînement déterministe. Donc sans cela, vous pouvez obtenir des résultats différents à chaque exécution, rendant toute comparaison de modèles impossible. Puis je définis les schémas du dataset, aussi pour l'ensemble de trains d'entraînement, de validation et de test. Puis je passe ici à définir la taille d'image en 224 x 224. C'est le standard pour la plupart des modèles pré-entraînés, et car cela donc, offre un bon équilibre entre la richesse des détails et aussi la charge du calcul. Je définis le batch size en 32, numéro des classes en 4, les époches en 64. Donc ici pour l'autotune. Donc l'autotune de TensorFlow, donc il permet d'ajuster dynamiquement la consommation de mémoire tampon selon les capacités matérielles de la machine. Donc c'est une instruction aussi qui est obligatoire et qui est enrichissante. Et enfin, un dossier de sortie pour les modèles. Cela généralement pose les fondations solides pour notre CNN. Pour le corps de mon code, je choisis de structurer mon code de manière modulaire en créant des fonctions dédiées pour chaque tâche. Donc, cela garantit la répétabilité et la clarité de l'expérimentation. J'utilise la fonction getDataset pour charger les images en batch. Pour le train, val, test, je retourne les datasets respectifs avec leur nom de classe. La fonction train ds utilise tf.keras.util image dataset from directory pour charger depuis train dir en inférant les labels catégoriques
avec patch size et image size définis déjà dans la cellule, qu'on a vu tout de suite. Aussi un chiffre activé pour le val DS et le test DS, le chiffre que vous voyez ici est désactivé. J'optimise avec caching and prefetching pour accélérer l'entraînement en utilisant le tf.data autotune. Et à la fin, je récupère les datasets et les noms des classes. C'est généralement une étape qui est cruciale pour préparer les données de manière efficace en évitant les bottlenecks d'entrée sortie pendant l'entraînement. Le résultat de compilation donne ici le nombre des images pour chacun des files train, test and val, et aussi il retourne les classes dans notre dataset. Puis, on visualise quelques échantillons pour vérifier les données. La fonction Show Simple Images affiche des images avec leur label. J'utilise Matplotlib pour créer une figure de 10 x 10, puis pour un petit batch de dataset take 1, je subplot en 3-3 un show ici, l'image NumPy qui est castée en unit 8. Puis on va afficher le titre ou bien le label de chaque image. Donc à la fin, cette fonction nous montre des exemples de train DS avec les class names, donc zèbre, rhino, zebra, buffalo, elephant, etc. Cela nous permet de valider visuellement que les labels sont corrects et que les images sont bien chargées. C'est une étape aussi qui est importante pour déboguer tôt, pour vérifier que tout est bien dans notre dataset. Maintenant, le data augmentation. Donc, c'est une technique de régularisation en appliquant des transformations aléatoires comme flip, bien rotation. On force le modèle à prendre des caractéristiques invariantes. Par exemple, un éléphant doit être reconnu qu'il regarde à gauche ou à droite. Cela réduit le risque d'overfitting pour le surapprentissage. L'overfitting ou bien le surapprentissage. Puis la construction du CNN simple avec la fonction build simple CNN. Donc ici, le modèle est séquentiel. Et mon architecture suit la logique de réduction de dimensions spatiales. Par exemple, les couches conv de D, ils extraisent les features, formes, textures, etc. Tandis que max polling de D, il réduit la taille de l'image pour ne garder que les informations les plus importantes. Et aussi, le passage de 32 à 128 filtres permet au réseau de comprendre les concepts de plus en plus abstraits. Donc cela va se montrer très bien dans ce tableau récapitulatif. Donc ici, pour l'entrée, c'est-à-dire les inputs, donc le modèle prend des images de taille 224 pixels en couleur. Donc le 3 ici signifie les 3 canaux de couleur, RGB, le rouge, le vert et le bleu. Il y a une couche de rescaling donc pour normaliser les pixels. Puis il y a donc la partie qui est répétitive de conv222 de 2D suivi de max polling de D. Qu'est-ce qu'il fait conv de D? Il applique des filtres pour détecter des formes, par exemple les bords, les textures, les motifs, etc. Vous notez aussi que la profondeur, il augmente. Il était ici 32, puis 64, puis 128 filtres. Donc, ce qui signifie que le modèle apprend des choses de plus en plus complexes. Pour le max polling de D, il réduit la taille de l'image par 2 à chaque fois. 224 à 112 jusqu'à 55, 28,
pour garder l'essentiel et alléger le calcul. Après la transition avec Flatten, donc à ce stade, l'ordinateur a une pile de petites images, probablement 28 x 28. La couche Flatten, il aplatit tout cela en une seule longue liste de chiffres pour pouvoir les passer à la partie du cerveau. Pour danse, ici c'est le cerveau. Ce sont des neurones classiques qui connectent toutes les informations pour prendre une décision. Ici, la ligne de danse avec 256 neurones, il contient presque 25 millions de paramètres. C'est là que réside la majorité de l'intelligence et du poids du modèle. Après le drop-out, c'est une technique pour éviter que le modèle n'apprenne par cœur, c'est-à-dire entre parenthèses, c'est comme on dit le surapprentissage en désactivant aléatoirement certains neurones pendant l'entraînement. Et la sortie, c'est la dernière couche dans 1 à une forme donc de NAN4. Cela confirme bien sûr que le modèle doit choisir une réponse parmi les quatre classes possibles dans notre dataset, c'est-à-dire buffle, bien zèbre, éléphant, etc. Et pour mieux comprendre comment les choses se passent, donc, on peut utiliser ici le Plot Model de la TensorFlow Keras Util, donc ici qui permet de voir pour chaque étape les inputs et les outputs, qui résume bien sûr tout ce qu'on a expliqué tout de suite. Comme vous voyez ici, comment la taille ici se divise par 2. Pour chacune des étapes, les inputs et outputs. Jusqu'à la dernière étape où on passe de 256 à 4. Après cela, vient l'étape de compilation et de l'entraînement. Si j'utilise cette fonction compile and train model, compile avec l'optimiseur ADA, qui est une descente du gradient stochastique à pas d'apprentissage adaptif, et le model fit. Bien sûr, ici, il va prendre un certain temps pour la compilation et l'entraînement du modèle. Après, on passe à la visualisation des résultats. On va essayer ici de visualiser les deux fonctions loss and accuracy de train et de val. Donc le bleu ici, c'est pour le train data et l'orange, c'est pour val data. Comme vous voyez ici que la ligne bleue pour la fonction loss, c'est-à-dire la perte ou bien l'erreur, il descend de manière qui est très fluide. Donc généralement, le modèle il apprend bien ses leçons. Mais pour l'orange, il descend aussi, mais il fait beaucoup de zigzags. Peut-être cela signifie que le modèle est instable sur les données de test, sur les données de val, et il panique un peu parfois, mais globalement, il s'améliore. Pour la précision, donc les deux lignes, ils montent et atteignent environ 0,9, c'est-à-dire les 90% des réussites. C'est déjà un très bon score. Mais généralement, pour nous, donc, les résultats restent peut-être insatisfaisants. En chiffres, on va utiliser cette fonction Evaluate Model, donc qui va donner donc, la précision et l'erreur du modèle pour chacun du data de validation et de test. Donc ici, pour la validation, il a une précision de 93 et une loss de 0, c'est presque 6. Et pour le test, c'est 94,13 et une erreur de 0,35. Puis on va passer à un autre outil,
c'est la matrice de confusion. Pour cela, je vais utiliser deux fonctions, getClassificationMatrix, qui va retourner y_true, y_pred et le cm, c'est-à-dire c'est la matrice de confusion, et la fonction plot qui va visualiser notre matrice. Après lancer l'entraînement, bien après lancer le code, donc on visualise là ce rapport de précision pour chacun des 4 classes des animaux. La précision, recall, F1 score et le support. Et puis la matrice de confusion. Donc là, la diagonale, il représente les bonnes prédictions. Les rares erreurs sont situées entre le elephant, le buffle, le hoe, etc. Techniquement, cela signifie que les filtres de convolution actuels ont parfois du mal à distinguer les textures de peau grise très similaires entre deux espèces. Par exemple, l'éléphant et le buffle ou bien le rhino. Le rhinocéros, c'est pour cela donc qu'il y a certaines confusions pour le modèle. Mais à part ça, donc on peut dire que notre modèle a pas mal fait. Donc après, la fonction de Bayes transfer. Donc généralement, j'appelle cela la recette du transfer learning parce que c'est une technique qui est très puissante, qui est appelée bien sûr le transfer learning ou bien l'apprentissage par transfert. C'est quoi l'idée? C'est au lieu de créer un cerveau artificiel vide et de tout lui apprendre depuis zéro, on prend un modèle qui est déjà intelligent, entraîné par Google par exemple ou une autre société sur des millions, voire des milliards parfois des images, et on l'adapte à notre besoin. Pour ici, donc dans notre code, ici dans cette ligne, weight égale ImageNet. On charge le modèle, ici il permet de charger le modèle avec sa mémoire. Il a déjà vu des milliers d'images, c'est-à-dire ImageNet, et sait reconnaître des formes, les couleurs, les textures, etc. Pour include top false, c'est on enlève la dernière couche du modèle original, c'est-à-dire sa tête, on garde le corps intelligent, mais on retire la partie qui prenait des décisions finales, car on veut qu'il décide pour nos classes, pas les siennes. Après, si base trainable égale à false, c'est très important parce qu'on gèle le modèle de base, on interdit à l'ordinateur de modifier ce que le modèle sait déjà. On veut utiliser ses connaissances, mais bien sûr pas l'effacer. Puis layers.dance, ici on ajoute notre propre couche finale. Donc c'est ici donc qu'il apprendra spécifiquement donc les 4 espèces d'animaux appartenues dans notre dataset. Puis il retourne un summary, c'est-à-dire un résumé, et le modèle. Je vais importer ces 4 modèles pour faire une comparaison. J'ai choisi aussi 4 modèles, MobileNet V2, ResNet 50, EfficientNet D0 et DanceNet 121. Donc ici pour MobileNet, il utilise des depthwise pour réduire les calculs, alors que ResNet utilise des Skype connections pour permettre aux gradients de circuler dans des réseaux très profonds sans disparaître. Efficient, donc comme son nom l'indique, il est optimisé pour être à la fois léger et précis. Et DanceNet, donc il reconnecte toutes les couches entre elles pour mieux faire circuler l'information. J'ai aussi créé un petit dictionnaire contenant les 4 modèles déjà entraînés que je vais utiliser par la suite. Et puis, j'ai utilisé encore une fois, ou bien faire l'appel de la fonction build transfer model pour chacun de ces modèles pour afficher un summary ou bien un résumé. Puis, on va afficher donc pour chacun des modèles donc le tableau
résumant les différents layers et les outputs ainsi que les paramètres utilisés. On constate ici que le total des paramètres utilisés, c'est juste 2 millions. Auparavant, elle a été de 25 millions. Aussi pour le ResNet, la même chose. C'est environ 24 millions. Toujours, on a la dernière couche avec un output de ShapeNown 4 pour les 4 classes. EfficientNet, ici, il utilise que 4 layers. Et un paramètre de 4 millions. Enfin, DanceNet, c'est aussi, c'est peut-être 7 layers avec un nombre de paramètres de 7 millions. Puis, à l'aide de la fonction Compile and Train Model, on va lancer la compilation et l'entraînement du modèle. Il va, bien sûr, il va prendre pas mal de temps parce que c'est totalement normal parce qu'il s'agit de 4 puissants modèles déjà entraînés. Donc, vous devez attendre pas mal de temps pour finir la compilation. Et comme d'habitude, on va visualiser la fonction d'erreur et la fonction de précision. Donc, généralement, on remarque ici que tous les modèles convergent vers 100% de précision en seulement quelques époques, avec une erreur qui est généralement de 0. Généralement de 0 après donc les 5, après les 10 peut-être époques. Cela prouve que les caractéristiques apprises sur ImageNet sont parfaitement transférables à la fune sauvage. Ici, pour le modèle de EfficientNet, il y a un peu de zigzag ici pour le train, mais pour Val, c'est généralement 0 après quelques époques, c'est peut-être 7, je pense, ou bien 6. Il converge vers 0. On va traduire ces données de visualisation en chiffres. Après, avec la visualisation avec notre fonction de Evaluate Model. Donc, comme vous voyez ici, peut-être pour les 4 modèles déjà entraînés, ils ont une précision de 100% et une erreur de 0. Quel que soit pour les datas de validation ou bien pour les datas de test. Donc, ce sont des modèles qui sont parfaits pour notre data. Et puis, pour la matrice de confusion, voici ici la diagonale. Une diagonale, donc, elle a prédit des résultats 100% true avec des erreurs de 0. Donc ici, pour l'éléphant, si vous constatez qu'il est de 289, c'est totalement normal parce que dans mon dossier, je n'ai que 189 photos d'éléphants. Donc c'est normal. La même chose pour les autres modèles. Ils ont presque la même fonction d'erreur, la même fonction de précision et les mêmes résultats. Donc déjà, les 4 modèles on peut dire qu'ils sont parfaits, mais en production, la précision ne suffit pas. Vous savez déjà que on a besoin de précision plus le temps de réponse. C'est pour cela que j'ai mesuré le temps d'inférence, c'est-à-dire le temps mis par le modèle pour prédire une image. Donc c'est un petit test de performance informatique qui mesure l'efficacité de l'architecture du modèle lors de la phase de la propagation avant. Après, donc on va afficher donc ce tableau. Donc ce tableau donc est ma base de décision. Bien que tout affiche une accuracy de 100%, c'est-à-dire une précision de 100%,
mais vous voyez ici que DenseNet est 3 fois plus long que MobileNet. Donc, alors que MobileNet est le plus efficace en termes de ressources. Donc, il n'a que 3,35 secondes pour la compilation, avec aussi toujours une précision de 100%. Pour mieux voir les choses, on va visualiser donc les résultats dans ce graphe. Donc ici, il y a le time. Et ici, la précision. Donc tous les modèles ont une précision de 100%, mais pour le MobileNet, c'est celui qui est plus rapide et nous demande moins de temps en comparaison avec les 3 autres modèles. Et puis, pour justifier donc ma précision, j'ai appliqué une normalisation utilisant le min, le max scaling sur les temps et les scores pour pouvoir comparer les modèles. Donc, généralement, la formule de pondération utilisée, c'est 0,7 fois l'accuracy, c'est-à-dire fois la précision, moins 0,3 fois le temps, et qui donne, selon ce tableau, l'avantage au modèle de MobileNet, avec un score de 0,599, c'est-à-dire c'est presque 0,6. Donc voilà, c'est le résultat de notre test sur Jupyter, le modèle qu'on doit utiliser pour construire notre application. Et pour l'entraînement final du modèle 6, c'est celui-ci de MobileNet V2. Donc enfin, on va faire un petit test avec ce modèle choisi, le MobileNet ici, pour voir si le modèle prédit exactement les mêmes classes de notre data. Voici ce que le module, c'est ici. Vous voyez ici qu'on a utilisé le MobileNet. La visualisation donc donne la valeur prédit et la valeur true. Ils sont identiques pour tous les photos. Donc, notre modèle a réussi de prédire tous les résultats, toutes les photos avec précision. Donc, c'est la fin de l'étape sur Jupyter. Donc, maintenant, après avoir validé les hypothèses, j'ai consolidé tout mon workflow dans ce script de production train model.py. Donc l'objectif ici, c'est de passer à une phase industrielle, c'est-à-dire entraîner le modèle MobileNet V2 sélectionné auparavant, évaluer ses performances de manière rigoureuse et exporter tous les artefacts nécessaires pour mon application finale. Donc, généralement, dans cette partie, vous allez constater qu'il a les mêmes étapes qu'on a fait dans le fichier ou bien dans le code Jupyter, mais d'une façon qui est optimisée en se concentrant juste sur le modèle de MobileNet V2. Donc, généralement, il y a l'importation des différentes bibliothèques, la définition des paths, aussi les paramètres obligatoires et nécessaires qui seront utilisés après. Après le téléchargement du data, soit d'entraînement, de validation et de test avec la fonction getDataset qui retourne bien sûr qui retourne les 3 datasets donc prêts à être utilisés. Après, on va retourner ou bien afficher les classes de notre data. Toujours data augmentation pour éviter que notre modèle ne fasse pas que de surapprentissage. Donc, en appliquant ici des flips horizontaux, des rotations et des zooms de manière aléatoire, donc on va multiplier virtuellement la diversité du dataset. Après le choix
du transfer learning, j'utilise MobileNet V2 pré-entraîné sur ImageNet avec les mêmes paramètres qu'on a déjà expliqués sur Jupyter, suivi de la fonction de compilation et d'entraînement, toujours avec notre modèle. On va évaluer la précision et l'erreur du modèle avec la fonction evaluateModel. Puis, une fois les 64 époques terminées, le script ne se contente pas de s'arrêter ici, donc on va générer une matrice de confusion via scikit-learn pour identifier précisément les forces et faiblesses du modèle sur le set de tests. Et après, je sauvegarde donc la matrice de confusion et les classes parce qu'ils sont utilisés par la suite dans l'application. Aussi, je sauvegarde l'historique d'entraînement dans trainHistoric.pkl en utilisant la bibliothèque de Pickle. Aussi, les hyperparamètres sous le nom de hyperparams, toujours avec l'extension PKL. Et enfin, je vais sauvegarder le modèle avec le format .keras. Donc, pourquoi tout cela? Parce que mon application multipage, il devra afficher ses graphiques et ses statistiques en temps réel sans avoir à relancer l'entraînement. Donc, tout cela doit être précalculé pour offrir une expérience utilisateur qui est fluide et toujours en temps réel. Donc, après finaliser l'entraînement et l'évaluation de mon modèle, donc la dernière étape, il consiste à donner vie à ce projet à travers une interface utilisateur intuitive. Donc, je choisis d'utiliser Streamlit, donc une frame Python qui est très puissante pour construire une application. Donc, on a déjà utilisé dans le projet auparavant et on va l'utiliser aussi de la même façon dans ce projet. Donc, ici, la première instruction, c'est pour donner le titre à la page. J'ai choisi ici de donner et de construire une application web avec le nom de ZooSnap AI. Ici, je dois définir la page par défaut, c'est la page Home. Et puis, d'un point de vue technique, j'ai opté pour une architecture modulaire. Donc, au lieu d'avoir un seul fichier massif, donc j'ai créé une classe multi-app qui gère l'orchestration des différentes pages. Dans chaque section de l'application, que ce soit l'exploration des données, la prédiction, l'analyse des performances, etc., est encapsulée dans son propre module Python. Home, Home, Data Exploration, Prédiction, Model Performance, Route, etc. Donc, cette approche permet une meilleure maintenance du code et facilite aussi l'ajout de nouvelles fonctionnalités à l'avenir. Vous allez voir donc en s'offrant donc dans ce projet que cette méthode donc est plus fluide et plus dynamique que de stocker tout cela dans une seule page app.py qui est parfois de 2000 lignes de code. Pour la navigation, j'ai intégré le composant de Streamlit Option Menu. Donc, comme vous pouvez le voir dans le code, j'ai configuré une barre latérale, ici un sidebar, qui est personnalisée. J'ai ajouté ici donc le titre du menu, les options. Donc, on va naviguer entre 5 pages, Home, Dataset Exploration, prédiction, modèle performance et about. On va donner à chacune des pages un icon. Puis, le défaut ici, dans le default index, ici, je vais je vais utiliser session state, ici de Streamlit pour conserver l'index du menu, ce qui garantit une navigation fluide sans perdre l'état de l'application lors des interactions.
C'est-à-dire quand je suis à Rome, je vais passer à prédiction, etc. Je vais passer d'une façon fluide et rapide. Et après, les styles, c'est toujours, on joue avec les couleurs, avec les styles, etc. pour avoir une face ou bien une page qui est esthétique comme vous voulez. Et puis, donc, si on va faire une boucle if pour la définition donc des cinq pages avec point app. Et enfin, donc je dois faire app égale à multi-app et run. Donc maintenant, on va passer à le design et le code de chacune des pages. Donc, on va commencer par home. Donc, obligatoirement ici, on doit commencer le code par def app. Puis, on définit les différents paramètres, styles qu'on veut utiliser, les différents titres, etc. Ici, j'ai intégré une image, zo.jpg, de cette façon ici, en utilisant la bibliothèque OS.path.exist et cette image pour afficher l'image avec cette caption. Afficher une erreur si l'image est non dans le dossier. Mais généralement, si l'image existe dans le dossier, donc il ne va afficher aucune erreur. Après, donc ici, on a utilisé deux boutons. Donc, pour faciliter donc le passage entre les différentes pages, généralement ici, j'ai posé deux boutons. La première qui permet d'aller à la page de explorer l'exploration des datasets et la deuxième pour la page de prédiction. Donc ici, vous allez voir, c'est l'utilité de Session State. Donc ici, une fois le bouton Explore Dataset est appuyé, donc on va changer l'index à 1, c'est l'index de la page d'exploration du dataset, et on va forcer Rerun pour passer à la page suivante. La même démarche va s'appliquer pour Run Prediction, mais cette fois-ci avec l'index 2. Après, j'ai ici divisé la page en 3 colonnes. La première, c'est une pipeline pour rassurer sur la qualité et l'équilibre des données. La deuxième, c'est pour le modèle utilisé pour justifier le choix technologique du transfert learning. Et enfin ici, c'est l'inférence en temps réel pour souligner la rapidité et l'optimisation de l'outil. Si on visualise ici le résultat du code, vous allez voir ici. Donc, voici la page de notre application, donc le sidebar, avec les différentes pages ici, et l'interface avec deux boutons, Explore Dataset, Run Prediction, et enfin les informations sur le modèle. Après, on va passer à la page suivante, c'est Data Exploration. Donc, en Deep Learning, la qualité et la distribution des données sont aussi importantes que l'architecture du modèle lui-même. Donc, cette page, il permet de vérifier et visualiser statiquement la base sur laquelle notre AI a été entraîné. C'est généralement important pour que l'utilisateur, ou bien celui qui utilise l'application, il permet de comprendre que notre projet n'est pas une boîte noire, mais il est donc conçu sur un modèle bien entraîné avec la précision, la forme du dataset, le contenu et tout cela. Donc, premièrement, après avoir bien sûr toujours importé ici la patte qu'on va utiliser, c'est l'entraînement. J'ai commencé par l'extraction dynamique des statiques. Donc, le code ici, il identifie chaque dossier comme une classe d'espèce et compte le nombre de fichiers présents. Donc, ces données sont ensuite encapsulées dans un data frame, Pandas.
ce qui me permet de manipuler les chiffres facilement pour les visualisations. Après, on a une analyse visuelle interactive. Donc, pour la visualisation ici, j'ai utilisé Plotly, donc parce que c'est une bibliothèque qui est interactive et qui permet de survoler les sections pour voir les chiffres exacts sur le graphe lui-même. Et juste à côté, j'ai intégré les KPI, c'est-à-dire les clés de performance qui sont claires, le nombre total des images, le nombre total des espèces, etc. Et aussi, donc, ici, il a un petit récapitulatif sur la distribution des images. Ici, le balance ratio, c'est crucial car il mesure l'écart entre la classe la plus présentée et la moins présentée. Généralement, donc, s'il est proche de 1, il indique un dataset qui est parfaitement équilibré, mais cela évite que le modèle être biaisé vers une espèce particulière, etc. Puis une galerie interactive pour les différentes photos. Donc ici, parmi les 4 classes des animaux dans le dataset, donc l'utilisateur il peut afficher 4 images de chaque classe selon le choix. Et enfin, un review technique concernant le modèle, la précision, la balance, etc., la format et tout. Donc c'est la fin de la page. Si on jette un coup d'œil sur l'application, voici le Dataset Exploration. Donc, il show, donc ici c'est Plotly, donc il show le contenu de sa classe. À côté, il y a donc un résumé. Ce bouton, il permet de cette visualisation de se montrer bien, de se disparaître. Ici, il montre un petit tableau récapitulatif de contenu de chaque espèce. Peut être téléchargé, etc. Puis, une bibliothèque des images. Pour montrer donc sur quel type d'image le data a été entraîné. Et enfin, un review technique sur l'image qui était d'un size de 224 x 225, 24, la balance, la format et tout. Revenons à VStudio. Maintenant, on va passer à la page de prédiction. Donc, c'est le cœur de notre application. Donc, j'ai commencé par le chargement du modèle avec la fonction getModel. Ici, j'ai implémenté un décodeur de STCacheResource parce que j'ai chargé un modèle de deep learning du fichier .cas. C'est une opération qui est lourde en mémoire. Donc, grâce au cache, le modèle n'est chargé qu'une seule fois au démarrage de l'application, ce qui rend les prédictions suivantes quasi instantanées. Donc, et ce qui rend aussi l'application un peu plus rapide pour les prédictions. Après vient donc la fonction de process image. Donc ici, je convertis l'image en RGB, je la redimensionne en 224 x 224 et je la transforme en un tableau NumPy. Surtout, donc, j'utilise la fonction MobileNet Process de Keras. Elle assure que l'image est normalisée exactement de la même manière que lors de l'entraînement du modèle. Donc, ce qui est indispensable pour la prédiction des résultats par ailleurs. Ces deux fonctions, Generate PDF Report, la même chose pour cette fonction-là, pour la batch PDF. On va la voir par ailleurs. Donc, maintenant, on va passer au code. Oui. Ici, après l'instruction defapp, donc vient le code de notre application. Donc ici, j'ai donné la flexibilité de choisir
de upload ou bien de télécharger l'image soit à partir d'un lien ou bien à partir du PC en utilisant donc les bibliothèques Request and Bytes.io ici. Et on va stocker la source de l'image dans cette source info qui sera utilisée par la suite dans le rapport. Donc ici, lorsque l'image est soumise, donc le modèle effectue l'inférence, j'affiche les résultats et puis je donne la possibilité de télécharger le rapport qui est un outil professionnel et qui est facile grâce à la bibliothèque FPDF. Donc, en un clic, l'utilisateur peut télécharger le document officiel contenant l'image, l'espèce, identifier le score de confiance et aussi la source. Et enfin, j'ai ajouté un mode Batch Prediction. Donc, l'utilisateur peut télécharger des dizaines d'images simultanément. Donc, j'ai implémenté une barre de progrès dynamique pour informer donc l'utilisateur et à la fin un rapport de synthèse complet. Rapport de synthèse complet qui est généré sous forme de tableau et peut être exporté en un seul fichier PDF global. Voici l'interface. On va faire un essai. Donc ici, voici le résultat. Donc, résultat, c'est éléphant avec une confiance de 99,9%. Et on peut télécharger le document. C'est téléchargé. Voici le document. On va faire un essai avec l'image, avec un lien. Je vais prendre par exemple ce lien. Le coller ici. Entrer. Ah, j'aime les éléphants. Oui. Voici, toujours avec une confiance et presque 100%. Un résultat exact, c'est un éléphant. Retournons en code. Maintenant, on va passer à la page avant-dernière, c'est modèle performance, ou bien les performances du modèle. Je peux dire que cette image est alimentée de manière dynamique par les artefacts que nous avons sauvegardés lors de l'exécution du script de l'entraînement. Et si j'utilise Pickle pour charger l'historique complet et les hyperparamètres, j'utilise NumPy pour récupérer les matrices, pour récupérer la matrice de confusion ainsi que les noms des classes. Et bien sûr, tout cela assure une continuité parfaite entre la phase de recherche qu'on a vue sur Jupyter et la phase de déploiement sur Streamlit. Donc, la première section, elle détaille l'architecture du système. Comme je l'ai schématisé avec ce diagramme de Mermaid. Donc, le flux de données passe par une couche de data augmentation avant d'attaquer la base de MobileNet V2. Donc, MobileNet est basé sur des depth-wise separable convolutions. C'est une technique qui réduit massivement le nombre de calculs tout en conservant une extraction de caractéristiques de haut niveau. Et à côté du tableau, donc j'ai ici illustré les différents hyperparamètres qui montrent notre configuration, 60 époques avec l'optimiseur Adam et toutes les informations concernant le modèle. Aussi, j'ai visualisé les résultats. J'ai choisi les deux graphes, celui de la précision
et l'autre de la fonction de l'erreur, qui montre la certitude de la confiance de notre modèle. Et enfin, la matrice de confusion, comme on l'a vu dans la partie de Jupyter, c'est juste un petit code pour visualiser les résultats au niveau de notre application. Donc, voyons cela sur notre application. Donc, voici donc le graphe Mermet qui montre ici les différentes étapes par lesquelles notre modèle passe. Un petit tableau récapitulatif concernant les différents paramètres de notre modèle, le graphe de la fonction de précision, aussi le graphe de la fonction d'erreur, et enfin la matrice de confusion, après bien sûr avoir corrigé donc la faute concernant donc le nombre des images au niveau du dossier des éléphants. Et pour la clôture, on passe à la page de About. Donc bien sûr ici j'ai défini donc la mission du projet, une petite description, la technologie de l'architecture de notre modèle, après une petite partie ou bien un petit paragraphe dans lequel je justifie mes choix d'ingénierie à travers 3 axes. Donc l'architecture, la performance et les données. Et enfin la partie de Contact Us avec l'outil qu'on a déjà vu, le Hook, en générant un formulaire de contact qui est développé à l'aide ou bien en utilisant le session state de Streamlit pour gérer l'affichage, et aussi la bibliothèque request pour envoyer les données du formulaire vers un webhook externe que je l'ai créé via un make. Donc cela montre que l'application est connectée au monde réel et que l'utilisateur peut réagir avec le service ou bien avec le concepteur de l'application. Donc pour notre application, voici la page de About. C'est présente donc le sujet, présente les différentes données concernant le modèle, aussi la fiche de Contact Us qui peut être utilisée pour envoyer un message au concepteur. Donc voilà, on arrive au bout de cette présentation. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à développer l'application de ZooSnap AI. C'était un super défi de passer des lignes de code un peu brutes sur Jupyter à une application finie, propre et surtout utile avec une confiance de 100%, de presque 100%. J'espère que ce petit voyage dans l'univers du deep learning et de la savane africaine vous a plu. Mon but, c'était vraiment de montrer que l'AI, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué ou bien d'inaccessible et qu'on peut en faire des outils sympas et concrets. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des idées pour améliorer l'application ou si vous voulez juste discuter des AI, n'hésitez pas à me faire signe. À très bientôt pour de nouveaux projets.